Avant que vous écoutiez cet épisode, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont soutenu Au revoir podcast ces dernières semaines en faisant un don sur la plateforme Tipeee. Merci à Mélanie, Julien, Raphaël, Laurence, Julie. Merci à Héloïse, Sophie, Stéphanie, Fanny et Julien. Si vous souhaitez soutenir Au revoir podcast, dont tous les épisodes sont gratuits et en libre accès, vous pouvez vous aussi faire un don libre sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Rendez-vous sur Tipeee, tipeee.com/au revoir podcast pour en savoir plus. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Pour donner plus de visibilité à Au revoir podcast, vous pouvez également partager les épisodes autour de vous et mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Plus de visibilité pour Au revoir podcast, c'est aussi plus de visibilité pour le deuil périnatal. Merci énormément pour votre soutien. Et maintenant, place à l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Le berceau vide, c'est le titre d'un livre écrit par Marie-Josée Soubieux, psychiatre et psychanalyste. Le berceau vide, c'est aussi le titre du documentaire que nous avons écrit et réalisé, Anaïs Feuillette et moi-même, et qui est disponible en replay jusqu'au 16 novembre sur la plateforme de France TV. Pourquoi ce titre ? Parce que c'était une manière pour Anaïs et moi de rendre hommage au travail justement de Marie-Josée Soubieux qui a tant œuvré pour la reconnaissance du deuil périnatal. Dans notre documentaire, nous abordons ce deuil à travers la question de l'IMG, de l'interruption médicale de grossesse, car nous avons toutes les deux vécu cette épreuve. Durant plusieurs jours, au printemps 2023, nous avons donné la parole à des femmes et à un couple qui ont traversé ce drame, celui de devoir prendre une décision et de dire au revoir à un bébé tant attendu. Nous avons également rencontré des professionnels de l'unité de diagnostic anténatal de l'hôpital Louis Mourier de la PHP à Colombes, et puis il était évident que nous voulions nous entretenir avec Marie-Josée Soubieux, dont le livre, Le berceau vide, destiné aux professionnels et aux parents, est un ouvrage de référence. Cet entretien avec Marie-Josée Soubieux, nous l'avons réalisé au début du mois d'avril 2023, et il a été particulièrement riche. Alors nous avons décidé de vous en proposer des passages inédits dans le podcast. Des passages dans lesquels nous allons parler de l'IMG, certes, mais aussi et surtout du deuil périnatal dans son ensemble. Dans la première partie de cet entretien, Marie-Josée Soubieux avait développé sa vision du deuil périnatal. Dans cette seconde partie, nous reviendrons notamment sur l'absence complète d'accompagnement dans le deuil périnatal, une absence d'accompagnement qu'on pouvait constater il y a encore à peine une vingtaine d'années. Nous reviendrons également sur les émotions ressenties lors de ce deuil, sur le tabou, sur le silence qui l'entoure. Mais pour commencer, j'avais envie de lui poser une question. Quelle serait la particularité d'un deuil périnatal consécutif à une IMG, par rapport à la perte d'un bébé suite à une mort fœtale in utero par exemple ? Je vous souhaite une bonne écoute. Pour moi, le deuil périnatal commence dès l'annonce. Soit l'annonce de la mort fœtale in utero, qu'une sage-femme va découvrir comme ça lors d'une consultation, soit au moment de l'annonce d'une grave malformation qui va conduire à une interruption médicale de grossesse. Là, effectivement, il y a une question de temporalité qui est différente. Dans la mort fœtale in utero, c'est presque instantané. Enfin, même si la sage-femme va pas le dire tout de suite, les parents vont bien voir qu'elle a l'air préoccupée, qu'elle a l'air inquiète, elle va peut-être solliciter une collègue, changer d'appareil. Donc il y a quelque chose quand même de très bref et qui fait que la pensée peut être sidérée.
Et à ce moment-là, les parents vont plus pouvoir penser. Et qu'est-ce qui est important dans le deuil périnatal? C'est aussi d'arriver à penser, à repenser ce qui s'est passé et à pouvoir accompagner son bébé comme on a envie de le faire jusqu'au bout. Et malheureusement, dans ces moments-là, il y a souvent ce qu'on appelle donc une surdité psychique. Et là où peut-être on risque de moins la trouver dans l'annonce d'une grave malformation, à condition d'ailleurs que l'annonce soit bien faite. L'annonce, c'est un véritable traumatisme, avec tout ce qu'on connaît du traumatisme, en particulier la sidération. Effectivement, les personnes se rappellent d'ailleurs avec vraiment beaucoup de détails la couleur du sol, le temps qu'il faisait ce jour-là, et elles en restent là, sidérées, accrochées à ce moment-là. Et d'ailleurs après, elles vont certainement souvent elles font des cauchemars où les mots qui ont été prononcés reviennent, où il y a des images terrifiantes de monstres, de terres qui s'ouvrent et dans lesquelles elles sont englouties, d'abysses, enfin terribles. Enfin, c'est vraiment quelque chose de terrifiant l'annonce, et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les personnes qui annoncent, les échographistes, pour avoir des annonces quand même moins brutales, moins violentes, même si malheureusement il faut quand même transmettre ce qu'on a vu et expliquer ce qui va se passer. Donc oui, l'annonce est un moment extrêmement difficile. Et j'ai envie de dire que là, c'est très important d'aider les parents à sortir de cette sidération. Parce que ils ont des ressources en eux, les parents. Et si on les aide à pouvoir penser, ils vont en faire quelque chose et ils vont sortir de ce moment traumatique. Si vous voulez, il restera des choses, on ne peut pas les effacer complètement. Mais ils vont pouvoir élaborer la perte de leur bébé et surtout réfléchir à comment l'accompagner pour pas justement avoir trop de regrets après. Parce que si on est trop mal, si on est trop sidéré, on peut rien faire. C'est toujours difficile d'annoncer une mauvaise nouvelle aux parents, évidemment. Mais il y a des mots moins traumatisants que d'autres. Il y a des façons aussi d'être dans son corps, dans son regard, qui sont plus soutenantes, qui sont plus contenantes. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et moi, j'ai pu, au fil de mon expérience quotidienne, m'apercevoir que les parents ont des ressources psychiques vraiment très importantes. J'étais très surprise par cette créativité très grande, vraiment par des belles choses, des transformations de leur vie, si effectivement on peut les accompagner. Si on peut les accompagner, s'ils se sentent soutenus, contenus, ils vont pouvoir puiser dans leurs ressources. Et ça, c'est extrêmement important. Quand j'ai commencé à travailler, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire finalement? Ce qu'ils veulent, c'est leur bébé et c'est tout. Eh bien oui, bien sûr que c'est vrai qu'ils veulent leur bébé et c'est tout. Mais c'est pas tout, complètement. C'est vrai que à partir du moment où ils sentent qu'on peut les entendre, les écouter, ils vont trouver en eux aussi une façon de faire pour que la vie redevienne vivable et construire de nouveaux projets. Et il y a des jolis projets de vie qui se mettent en place. Pour revenir sur le temps très particulier de l'IMG, je crois que c'est dans votre livre Le berceau vide, il y avait une phrase où vous mettiez que il y avait le temps d'attente qui mène à l'IMG, c'est quand même un compte à rebours qui est extrêmement dur. Ce temps d'attente, c'est important de faire en sorte qu'il soit aussi un temps d'accompagnement. Je crois que vous le mettez comme ça dans votre livre, le temps d'accompagnement. Oui. Ce serait quoi pour vous un bon accompagnement, en fait, pour mener jusqu'à une prise de décision, jusqu'à cet accouchement, pouvoir réfléchir à ce qu'on peut mettre en place? Ce serait quoi pour vous le plus crucial dans ce temps d'attente pour qu'il devienne un bon temps d'accompagnement? Alors ce temps d'attente est vraiment fondamental. C'est vrai que lorsque les parents apprennent comme ça une mauvaise nouvelle concernant leur bébé, ils auraient envie des fois que les choses se passent très très vite et qu'on reparte sur autre chose, tellement c'est insupportable. Et les équipes aussi qui auraient envie aussi de les soulager dans leur douleur, auraient eu tendance en tout cas à vouloir à faire vite. Et en fait, ce temps va être extrêmement important pour qu'ils puissent accompagner au mieux leur bébé et ne pas avoir de regrets sur des choses qu'ils n'auraient pas pu faire à ce moment-là. Et ils auront leur chagrin, évidemment, mais ils sont beaucoup plus en paix, beaucoup plus paisibles. Et c'est vraiment extrêmement important. Donc un accompagnement, ce qui me
paraît un bon accompagnement, c'est déjà de pouvoir éventuellement revoir les personnes pour leur expliquer à nouveau calmement si elles n'ont pas bien compris ce qu'avait leur bébé. C'est aussi donc au cours d'un entretien qui serait donc lieu avant l'accouchement, c'est aussi valable pour les morts fétales in utero, expliquer comment les choses vont se dérouler. C'est très important qu'il y ait un petit peu une représentation des fois il y a une hospitalisation, des comprimés à prendre pour aussi commencer à modifier le col, comment va s'arrêter la vie du bébé aussi, la vie du fœtus, c'est extrêmement important de pouvoir expliquer, et puis s'ils veulent le voir ou pas. Alors tout ça c'est des propositions, on va pas les obliger à voir le bébé s'ils se sentent pas prêts, ils pourront le faire après, il y aura aussi des photos qui seront prises, enfin bon, et puis le prénommer, peut-être laisser un objet, donc tout ça, ça demande d'y penser. Alors c'est, il y en a qui achètent 2 doudous, un pour le bébé, un qui garde pour eux. Enfin bon, il y a toutes sortes il y en a qui mettent un poème. Enfin bon, en tout cas, c'est important que les parents puissent être considérés comme des parents. Enfin, je veux dire que le couple puisse être considéré comme des parents et c'est leur bébé et qu'ils puissent l'accompagner au mieux et qu'on fasse pas tout à leur place, mais qu'on les soutienne. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être jamais vu de mort de leur vie, ça fasse ce que c'est d'aller voir des pompes funèbres. Donc il faut les soutenir dans ces démarches-là, évidemment. Mais après aussi, il faut quand même qu'ils aient aussi leur propre manière de faire, qui est personnelle et qui est extrêmement importante. Donc un numéro de téléphone aussi, où ils peuvent joindre des personnes s'ils ont besoin, des adresses éventuellement d'associations, des aides s'il y a besoin, c'est pour faire des obsèques. Enfin, il faut faciliter l'accès aux démarches, c'est vraiment administratif, parce que c'est déjà un moment excessivement difficile, donc faut pas leur compliquer la tâche, et puis aussi les informer de leurs droits, et aussi par exemple de la possibilité de déclarer le bébé à l'état civil, à partir de la 15e semaine d'aménorrhée. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faudrait que vraiment toutes les mairies aient des personnes vraiment bien formées et qui puissent recevoir les parents sans leur créer de difficultés. Maintenant, les bébés peuvent être vraiment déclarés à l'état civil, et ça de façon rétroactive jusqu'à 1993. Donc je suis un petit peu scandalisée de voir que parfois des officiers d'état civil ne connaissent pas ces textes et font des difficultés aux parents qui les empêchent en fait de déclarer leur bébé. Ça, c'est dans le décret de 2009, donc ça doit être absolument appliqué. Est-ce que vous avez pu constater, vous, à l'échelle de votre carrière, des évolutions, notamment dans les hôpitaux, dans la prise en charge des IMG, par exemple, vous parliez du fait qu'il y a des moments où on pouvait se dire, bah voilà, il faut soulager ses parents, il faut peut-être hâter le moment où il y aura l'accouchement pour qu'il y ait un temps très court. Est-ce que, par exemple, ce temps... il s'est peut-être allongé? Est-ce que la prise en charge a été pensée d'une autre manière? Est-ce que vous avez, à travers les témoignages des personnes que vous avez accompagnées aussi, perçu des transformations? Oui, enfin depuis le moment où j'ai commencé, c'était un peu la préhistoire, faut dire. Alors justement, ça se passait comment à cette époque-là? Ben ça se passait comment? C'est déjà, par exemple, moi je me souviens d'une maman qui avait accouché, qui se sentait comme une pestiférée. Elle était dans un coin de l'hôpital. Elle m'avait raconté ça, qu'elle avait été mise dans un coin de l'hôpital et que elle avait accouché, personne l'avait vraiment accompagnée, et qu'elle a jamais revu son bébé et qui était partie, comme on lui a dit après, incinérée avec les déchets de l'hôpital, par exemple. Et c'était quand même, c'était un terme 4 mois, 5 mois, quoi, quelque chose comme ça. Donc, elle pensait toujours, elle se demandait ce qu'elle était devenue, où elle était, enfin, elle s'en voulait, c'était vraiment très difficile. Et j'avais quand même assez souvent des témoignages comme ça. Là, vraiment, j'avais beaucoup de témoignages, des annonces absolument épouvantables, hein, où les gens étaient complètement catastrophés, enfin, c'était anéanti, enfin, de ce poids de cette annonce. Un accompagnement psychologique qui n'existait pas. Donc c'était vraiment très 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 difficile. Il y avait quelques services comme ça un peu de pointe entre guillemets, quoi, qui s'étaient vraiment posé la question des répercussions que ça pouvait avoir. C'est vrai que je pense par exemple au docteur Dafos, il a tout de suite compris que les interruptions médicales de grossesse, ce n'était pas qu'un problème médical, même si effectivement il faut avoir des arguments, il faut faire des échographies, enfin s'aider aussi des pédiatres, etc. Enfin j'ai des biologistes. Néanmoins,
bien, que ça posait des questions éthiques, philosophiques, psychologiques, et que on pouvait pas, on devait s'entourer aussi de personnes qui amenaient aussi à cette réflexion beaucoup plus globale. Et donc ça s'est répandu petit à petit, mais c'était quand même long. Mais par exemple, avec une collègue, Isabelle Caillot, on a mené pendant 15 ans à peu près un groupe de mères endeuillées, et à travers les témoignages des mamans qui venaient, on a vu quand même que l'accompagnement se faisait de mieux en mieux. Donc, si vous voulez, dans les grandes maternités en général, les équipes sont davantage formées. Alors, le problème, c'est qu'il y a moins de personnel aussi, qu'il y a vraiment des questions de temps. Parfois, c'est vrai que les sages-femmes racontent qu'elles sont à la fois en train de gérer l'accompagnement d'une IMG ou d'une mort fœtale inutérée et une maman qui est en train d'accoucher d'un bébé vivant. Donc, c'est très compliqué même pour elles d'avoir... elles se sentent coupées quoi dans leur manière d'être et c'est excessivement complexe quoi. J'ai du mal à me rendre compte, mais à l'époque où l'accompagnement était inexistant, ça donnait quoi en termes de deuil? On savait même pas qu'on traversait un deuil en fait. Non, parce que d'ailleurs même il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, je me souviens d'une maman qui, d'ailleurs, peut-être qu'elle l'a écrit dans le livre, où elle disait, d'un seul coup, j'ai vu qu'il y avait un mot sur ce que je vivais, le mot deuil périnatal. Elle savait même pas que ça existait, ce nom-là, cette dénomination. Alors non, les gens savaient même pas qu'ils traversaient un deuil, parce que de toute façon, c'était pas reconnu comme un deuil. Il n'y avait pas eu de bébé, le bébé il n'existait pas, on n'en parlait pas. Et ce que ça donnait des mamans qui devaient porter constamment, toutes seules, la mémoire de ce bébé, et qui ne pouvaient pas investir la vie, parce que justement, personne n'allait prendre le relais, donc si elle lâchait un peu à un moment donné, le bébé serait oublié. Et alors ce que ça donnait, c'était parfois ce qu'on appelait des enfants de remplacement, c'est-à-dire que les enfants qui venaient après, de toute façon, ils devaient faire ce que le bébé qui n'était plus là, aurait dû faire. Et donc c'était vraiment extrêmement compliqué. Moi j'ai vu une fois dans le groupe une maman qui avait perdu son bébé 40 ans auparavant. Et donc là, elle était plutôt en âge d'être grand-mère, et elle est venue parce qu'elle avait eu un enfant tout de suite après la mort de sa petite fille, et donc son fils qui avait 40 ans, donc quand elle est venue, n'allait pas très bien. Et donc en 40 ans, elle n'avait jamais parlé de cette petite fille, même pas son conjoint, même pas ses parents, personne n'en avait reparlé. Et le prénom n'avait jamais été dit de sa petite fille. Et quand j'ai dit le prénom de cette petite fille dans le groupe, cette maman s'est mise à pleurer. Elle dit, vous vous rendez compte, en 40 ans, c'est la première fois que j'entends le prénom de ma petite fille, quoi. Donc, si vous voulez, c'était à l'époque où il n'y avait aucun accompagnement, c'était très dur pour les mamans, c'est toujours dur pour les parents, mais maintenant, d'abord ils partagent, l'entourage peut éventuellement partager, même s'il faut toujours en reparler. Il y a les groupes de parole, il y a les réseaux sociaux qui permettent aussi de se sentir moins seul. Donc c'est vraiment, il y a quand même on en parle davantage, et les conjoints sont quand même très considérés. Les papas maintenant, ils ont aussi leur rôle. Ça reste dur évidemment ce que vivent les parents, mais à l'époque c'était gravissime. Et je me souviens d'une personne que j'avais vue qui en fait avait enchaîné une grossesse comme ça juste après la mort de son bébé, aucun suivi, aucun soutien, rien du tout, et elle était complètement perdue parce qu'elle avait l'impression qu'elle était dans une grossesse qui durait 15 mois quoi. Et elle savait plus où on était, elle savait plus de quel bébé il s'agissait. C'était oui, c'est très difficile, avec beaucoup de dépression maternelle et des dépressions qui restaient comme ça pendant des années, qui avaient forcément des répercussions sur les enfants aînés quand il y en avait, et aussi donc sur les enfants qui allaient venir après, et sur les couples aussi. Beaucoup de couples se séparaient. La question de l'IMG, c'est aussi la question de vivre avec la responsabilité d'avoir signé un papier, la responsabilité, parfois même la culpabilité. Qu'est-ce qui permettrait, selon vous, de faire en sorte que le poids de cette responsabilité, de cette culpabilité, soit un peu moins lourd sur les épaules des femmes, des couples? C'est justement un bon accompagnement médical. De toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que quand on devient mère, on entre dans la culpabilité. Toute mère, de toute façon, se reproche toujours quelque chose qu'elle n'a pas bien fait, ou quelque chose qu'elle aurait dû faire.
Et donc là, les mamans, que ce soit les mamans qui perdent leur bébé par mort fœtale in utero ou par BMJ, se sentent coupables. Soit elles ont trop travaillé, soit elles voulaient pas trop le bébé au départ, soit elles ont mangé quelque chose qui n'allait pas. Donc de toute façon, il y a une culpabilité qu'on retrouve chez toutes. Alors après, c'est vrai que le fait de signer un papier, ça en rajoute encore, bien entendu, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est très important quand même, c'est les arguments médicaux. Quand il y a des arguments médicaux bien clairs, bien forts, ça aide quand même, parce que moi je vois les parents que j'ai pu rencontrer ou dans le groupe des mamans, elles le disent, oui, mais l'équipe nous a dit de toute façon qu'il n'aurait pas pu vivre, ou ça aurait été une vie vraiment très dure, épouvantable, des opérations, etc. Ça les aide, si vous voulez, ça les aide. Après, la culpabilité, par exemple, l'intérêt des groupes de parole, c'est de la partager. C'est vraiment des vertus très importantes, les groupes de parole, et en particulier sur la culpabilité, de pouvoir se partager, savoir que l'autre aussi en éprouve, et que voilà, qu'on y est pour rien, parce qu'il y en a toujours une qui dit mais attends, c'est pas parce que t'as mangé ça que ça fait un problème cardiaque à ton bébé, etc. Et c'est très intéressant de dire que ce soit les autres mamans entre elles qui puissent aussi se le dire. Donc la culpabilité, oui, je pense que déjà au niveau médical, c'est très important d'avoir des vrais interlocuteurs qui expliquent bien le problème et qui expliquent bien ce que pourrait être l'évolution de l'enfant. Mais de la culpabilité, il y en a forcément en fait. Oui, il y en a toujours, elle reste. Il faut apprendre à vivre avec. Et j'ai envie de dire quelque part, si elle n'est pas trop forte, cette culpabilité, quelque part elle est aussi le lien au bébé. C'est-à-dire qu'elle est une manière d'y penser comme une préoccupation aussi de parents vis-à-vis de cet enfant. Mais bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit quand même trop forte, envahissante et empêchant de vivre. Donc il faut essayer quand même de l'alléger le plus possible. Voilà, l'enfant il est plus là, mais il y a quand même des liens qui nous rattachent à lui. Alors le souvenir de ce qui s'est passé, de la grossesse, d'une éventuelle rencontre, par exemple, d'éventuelles photos. La culpabilité, enfin la responsabilité de se dire je suis responsable de ce bébé et finalement voilà, il est pas là, c'est parce qu'on a pris cette décision mais qui était peut-être la mieux pour lui. Vous aviez parlé d'un témoignage d'une maman qui vous avait parlé du rapport à la tristesse aussi. On peut avoir l'impression quand on vit un deuil, surtout au début, que la tristesse elle est immense, qu'elle nous accable. Or cette tristesse qui perdure et qui peut être là même des années après, parce que le souvenir s'efface pas, la tristesse s'efface pas non plus, c'est aussi un lien avec le bébé. Oui, la tristesse est tout à fait un lien avec le bébé. D'ailleurs, je me souviens d'une maman qui en voulait à sa propre mère, qui disait que elle avait une très grande douleur d'avoir perdu son petit-fils. Enfin, et la maman avait dit, mais moi je veux pas que tu me prennes ma douleur, parce que ma douleur c'est mon cordon ombilical. Et donc, il y avait aussi une maman qui est venue dans le groupe, qui était venue au moment où elle avait perdu sa petite fille, et elle est revenue 2 ans après. Et il y avait des mamans qui venaient de perdre leur bébé et qui étaient un peu étonnées de l'avoir parlé comme ça, paisiblement, de cette petite fille qui était morte, et comment elle avait reconstruit sa vie depuis, comment elle avait repris son travail, qu'elle avait eu un autre enfant, etc. Et quelqu'un a dû lui demander mais t'es jamais triste, enfin maintenant t'es plus triste, parce que elles ont l'impression au départ en effet que la tristesse ne s'en ira jamais, que la vie maintenant sera dorénavant une vie de tristesse quoi, et abyssale même. Et donc et là elle dit mais si je peux être très triste. Je peux être très triste au moment des dates anniversaires de sa conception, date anniversaire de sa mort, la date anniversaire des obsèques, enfin il y a des tas de moments anniversaires quelque part. Et elle dit, mais c'est une tristesse qui est très forte, d'ailleurs, elle dit c'est une tristesse qui est la même qu'au tout début, c'est-à-dire une douleur épouvantable dans le corps, enfin on a l'impression qu'on va jamais s'en remettre, et elle dit cette douleur elle va pas rester, c'est-à-dire qu'elle va durer peut-être la journée de cette date anniversaire, mais qu'après, elle va à nouveau s'estomper. Mais par contre, c'est rassurant. Elle dit, moi, je l'appelle la tristesse douce, parce que je sais que je peux la convoquer à tout moment, et qu'elle est le lien avec mon bébé. Et je sais que je peux vivre à côté, que je peux faire des projets, que je peux avoir des enfants, que je peux voyager, mais que j'oublierai jamais mon bébé. Je peux aller la chercher quand je veux, cette tristesse-là. Et c'est pour ça que j'appelle la tristesse douce, parce que c'est une façon de me retrouver avec mon bébé.
à ce moment-là. Mais ça va complètement à l'encontre en fait de ce que les gens projettent sur le deuil périnatal, notamment l'entourage, qui a l'impression parfois, enfin même souvent, que voilà, c'est fini. Que par exemple pour l'IMG, le plus dur ça a été la décision, l'accouchement, et que voilà, le plus dur est passé, et que maintenant il faut aller de l'avant, et ça se heurte quand même à cette tristesse qui peut perdurer et qui perdure pendant des années, qui montre qu'on n'oublie pas. C'est ça aussi un petit peu la spécificité du deuil périnatal, c'est de se dire que on se retrouve quand même dans quelque chose de potentiellement très solitaire ou d'incompréhensible pour les autres. Oui, on n'a pas envie de voir les gens tristes autour de soi, parce qu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Donc d'ailleurs, certains parents ne le montrent pas à certaines personnes parce qu'ils sentent que ça sert à rien. Du coup, d'ailleurs, on leur dit t'as l'air d'aller bien, ça va, ton moral va mieux, enfin tu reprends les choses en main, t'es forte, etc. Alors que en fait, la tristesse, elle peut être là tout le temps. Mais c'est-à-dire qu'il y a une cohabitation, il y a une coexistence entre une partie endeuillée en soi et une partie tournée du côté de la vie. Et pendant trop longtemps, on a taxé les mamans qui parlaient de leur bébé de pathologique, comme si, en effet, il fallait qu'elle n'en parle plus et que ce bébé n'ait pas existé. Donc voilà, maintenant, heureusement, d'ailleurs, comme ces bébés peuvent être inscrits, quand on en parle davantage, elles peuvent se permettre, en effet, d'y penser autrement, en tout cas de la même manière. Mais c'est un deuil, le deuil périnatal, un deuil qui n'est jamais fini, qui va durer toute la vie. Et c'est pas, avec des moments plus forts que d'autres, avec ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler, j'aime bien l'expression de cette maman, la tristesse douce. C'est-à-dire que on peut aller retrouver son bébé à certains moments, et en même temps, non, c'est toujours là, et c'est pas parce que on n'en parle pas que ça n'existe pas. L'entourage de la société pense que si on n'en parle pas, ça n'existe pas, ça n'existe plus, en effet. Pas du tout. Et au contraire, je pense que si les personnes qui vivent ce drame se sentent reconnues dans leur douleur et puissent l'exprimer, je veux dire, tout le monde ira mieux. Mais c'est très compliqué. Il y a beaucoup de maladresse, et encore les maladresses, c'est pas ce qui est pire. Pire, c'est ce qui est vécu comme de l'indifférence vis-à-vis des parents. Vous aviez écrit, je me souviens dans un mail que vous m'aviez envoyé, il faut se battre pour la reconnaissance du deuil périnatal. Vous aviez même mis 3 points d'exclamation, quelque chose comme ça. Pourquoi il faut se battre? Pourquoi c'est un combat? Il faut se battre parce que c'est un sujet tabou, c'est jamais acquis. En fait, il faut tout le temps en reparler, c'est vite oublié. Au niveau des équipes, elles changent facilement, mais je pense que la société n'a pas envie d'être confrontée à cette question qui les renvoie aussi à leur propre mort. Donc oui, il faut se battre parce que je pense que c'est un véritable problème de santé publique déjà, pour commencer, parce que ça touche évidemment des parents, ça touche les enfants aînés, ça touche les enfants qui vont venir, ça touche aussi les grands-parents, en créant effectivement, pouvant engendrer en tout cas toutes sortes de troubles psychiques, des dépressions. Donc déjà au niveau de la santé publique, c'est un problème et il faut vraiment le traiter comme d'autres problèmes aussi ont été pris en charge. Et la souffrance des parents, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et tant qu'elle ne sera pas reconnue à sa juste valeur, il faut se battre pour la faire reconnaître. Il faut qu'il y ait des témoignages de parents. Il faut aussi qu'il y ait des émissions, des articles qui soient faits pour le plus grand public, pour qui finalement méconnaît souvent le deuil périnatal. Mais en fait, c'est vrai que il y a énormément de tabous qui sont levés par rapport à la maternité, par rapport à la grossesse. On parle de plein d'aspects dont on ne parlait pas il y a encore quelques années. Mais l'IMG, le deuil périnatal en général, c'est vraiment le point aveugle. On n'y arrive pas en fait. Il y a quelque chose où on sent qu'il y a une résistance qui est extrêmement dure, quand bien même on sait que mieux on l'accompagne, mieux on pourra se reconstruire et vivre avec cette perte. Alors je pense que par rapport à l'IMG, il y a aussi une spécificité, c'est que il y a des adversaires aussi de l'interruption médicale de grossesse, comme il y a des adversaires de l'interruption volontaire de grossesse. Donc là, il y a aussi peut-être à se battre
à expliquer davantage ce que c'est, comment c'est fait, et voilà. Et ça, c'est une question éthique très importante sur laquelle on a encore beaucoup à travailler. Voilà, au contact de toutes les femmes que vous avez côtoyées, en tout cas au contact de toutes ces personnes qui ont vécu une IMG, s'il y a une chose que vous avez apprise sur l'IMG au contact de ces personnes-là, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas une chose, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, ça m'a transformée également. Ce que j'ai surtout senti, observé, c'est cette créativité psychique qu'ont les parents. C'est-à-dire que c'est faire formidable force de vie et qu'ils ont en eux si on peut les accompagner. J'ai été quand même combien de fois étonnée de voir comment les gens avaient pu rebondir, construire de nouvelles choses dans leur vie à partir du moment où ils avaient été accompagnés. Et ça, je l'imaginais pas au tout début. Je pensais effectivement que ce serait une tristesse à tout jamais, une vie morne, mélancolique, et c'est pas ce que j'ai vu. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut se battre, parce que je crois vraiment à cet accompagnement qu'on peut faire auprès des parents et qui vont leur permettre de puiser en eux des ressources pour redonner une forme vivable à leur vie et une belle vie. Et ce qui est d'ailleurs même triste parfois, parce que c'est des parents qui nous disent il a fallu qu'il nous arrive ça pour qu'on ait un rapport différent à la vie, un rapport différent au monde, mais c'est des parents qui en ont fait quelque chose et ils se sont transformés. Et leur bébé, il sera toujours là parce qu'il est dans cette transformation d'eux-mêmes, par rapport aux autres, par rapport à leurs valeurs, par rapport à leurs envies, par rapport à leurs idées dans la vie. Donc ça, oui, je peux dire que c'était une chose extrêmement importante pour moi, que j'ai découverte au contact de tous ces parents. La deuxième partie de cet entretien touche à sa fin. Le berceau vide, écrit par Marie-Josée Soubieux, a été édité aux éditions Erès. Quant au berceau vide, ce documentaire que nous avons réalisé avec Anaïs Feuillette, vous pouvez le retrouver en replay sur la plateforme de France TV. Je vous mets toutes les références et les liens directs dans la description de l'épisode. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, sur le compte aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.